Bonjour et bienvenue dans Les Voix de l'INSPE, le podcast de l'INSPE Campus de la Méno, une composante de l'Université de Strasbourg qui vous accompagne de manière hebdomadaire. On se retrouve pour notre déjà 7e épisode, le temps file, et c'est toujours un plaisir de partager ce moment avec vous chaque vendredi. Aujourd'hui, on vous a préparé un épisode qui, on l'espère, vous inspirera autant qu'il nous a passionnés à le préparer. Et alors, au menu aujourd'hui, comme chaque semaine, les différentes chroniques qui rythment ces podcasts reviennent avec une nouvelle initiative pédagogique, la minute bien-être des actus étudiants et enfin la chronique décalée. Aujourd'hui, nous avons choisi de mettre à l'honneur un métier aussi exigeant qu'inspirant, celui d'enseignant. Un sujet qui, et vous en conviendrez, résonne particulièrement pour vous, étudiants de l'INSPE. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Isabelle Metzmeyer, enseignante en mathématiques et co-responsable du master MEF second degré parcours Enseigner les mathématiques. Nous allons lui poser toutes nos questions, explorer ses expériences et découvrir sa vision de ces métiers passionnants. C'est parti, bonne écoute. Et donc bonjour Madame Metzmeyer, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui dans les Voix de l'INSPE. On a quelques questions pour vous, j'espère que vous êtes prête. Oui, tout à fait. Ravie d'être là. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter en précisant par exemple dans quel établissement vous êtes, parler un petit peu de votre métier en fait. Oui, bien sûr. Donc je suis professeure de mathématiques dans le second degré depuis une vingtaine d'années. J'ai enseigné en collège, en lycée, toujours les mathématiques. Et je suis actuellement en temps partagé. Donc j'assure un mi-temps à l'INSPE de Strasbourg en tant que co-responsable du parcours Enseigner les maths du master MEF qui sera bientôt le master M2E pour former les futurs professeurs de mathématiques. Et j'y assure en plus des formations aux étudiants, aux fonctionnaires stagiaires pour se former au métier de professeur de mathématiques et pour partager mon enthousiasme pour ce métier. Et sur l'autre mi-temps, je suis professeure actuellement au lycée Marguerite Yourcenar à Erstein, où j'ai un service d'environ 8 heures devant des élèves de seconde, de première, de terminale, en mathématiques bien sûr, et aussi en DNL, donc discipline non linguistique, maths anglais. Ok. Et donc votre métier il est souvent perçu à travers le prisme des cours, des exercices, des devoirs. Mais selon vous, quelles seraient les facettes un petit peu invisibles de votre quotidien en tant qu'enseignante qui pourraient un petit peu bousculer les idées préconçues du public ? Les facettes moins visibles du métier en font aussi sa richesse, en tout cas certaines. Bien sûr, il y a des préparations. Alors, je crois qu'on n'imagine pas toujours le temps passé aux préparations, parce que oui, on les prépare une première fois, mais une majorité des enseignants, et c'est ce qu'on explique à nos étudiants ici aussi, adaptent leurs cours au niveau, aux besoins de leurs élèves, aux modalités de chaque classe. Retravaille les cours d'une année sur l'autre en fonction des réussites, des difficultés et enrichit ces cours par des lectures, des nouvelles ressources et ou des partages avec les collègues. Bien sûr, il y a aussi les corrections, ça tout le monde s'en doute. On ne pense peut-être pas assez au fait que les enseignants se forment tout au long de leur carrière, que ça prend du temps, à la fois sur des aspects de l'enseignement de sa discipline, de la didactique, mais aussi sur des modalités pédagogiques nouvelles, dans des domaines transversaux d'actualité comme la lutte contre le harcèlement scolaire par exemple, sur des nouveaux outils numériques, sur l'apport des neurosciences. Tout ça, ces formations, ça aide à être un enseignant efficace. Dans les facettes auxquelles les gens s'attendent peut-être pas, c'est qu'effectivement, on suit les élèves, ça ils le savent, mais on est aussi là pour monter des ateliers, créer des clubs, initier nos élèves parfois à la recherche en mathématiques avec des ateliers comme Math Engine, les emmener à des conférences, organiser un voyage scolaire. Oui, ça peut arriver à des profs de maths, en particulier quand ils enseignent les maths en anglais. Le travail sur l'orientation n'est pas dédié uniquement aux psy EN, aux conseillers d'orientation. C'est aussi le travail des profs principaux et des professeurs au quotidien. S'impliquer dans des actions académiques, donc ça c'est des choses qu'on ne fait pas devant élèves, mais qui font que les maths rayonnent en académie, que ce soit dans la production de ressources, dans l'animation d'un groupe de travail, dans la contribution à l'organisation d'un concours mathématique académique ou national. Et c'est aussi une autre facette à laquelle on ne pense pas, c'est la formation des futurs profs, puisqu'un grand nombre d'enseignants sont tuteurs d'étudiants ou tuteurs d'enseignants débutants.
Donc tout ça sont des choses auxquelles on ne pense pas et qui remplissent bien le quotidien d'un enseignant. Ok, donc je vois que l'idée forte, c'est que c'est très vivant, ça bouge, l'éducation, même les profs se forment. Et du coup, par rapport à cette mouvance, l'adaptation, elle est forcément essentielle par rapport aux différents élèves, je suppose. Comment est-ce que vous gérez la diversité des élèves que vous pouvez avoir en face de vous ? Alors, l'hétérogénéité du public, ça c'est un challenge. Et je crois que c'est un challenge qu'on aura tout au long de notre carrière, chacun, que ce soit pour gérer les besoins des élèves dits à besoins particuliers, que ce soit pour nos élèves en difficulté. Il n'y a pas de recette toute faite. C'est du cas par cas. L'idée, c'est d'être prêt à prévoir des adaptations, à travailler en équipe, à être prêt à adapter nos supports, les modalités de travail, la difficulté, les évaluations, à communiquer avec les familles et bien avoir en tête qu'il faut anticiper pour se faire le moins surprendre possible et pour s'adapter au mieux. Ok, donc il faut vraiment essayer de personnaliser un petit peu l'éducation au maximum pour que chaque élève soit vraiment à sa place finalement dans le système scolaire. Du coup, ça doit faire que le métier d'enseignant est vraiment exigeant. Quelles sont vos stratégies pour préserver l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle ? Alors c'est vrai, le métier il est exigeant parce qu'on travaille avec des jeunes en devenir et qu'on a tous un souhait de les accompagner sur leur chemin de réussite personnelle, épanouissement personnel et orientation. Alors c'est un métier où on est contraint par un emploi du temps, mais en même temps on est très libre le reste du temps. On s'organise un petit peu comme on veut. Donc c'est facile de ramener du travail chez soi et de prolonger, de corriger pendant les soirées, que ça prenne un petit peu sur le temps familial. C'est aussi un métier où on n'est jamais seul. On est tout le temps avec des collègues, en salle des profs, avec des élèves, il y a du bruit et où on peut être très seul dans ses préparations. Donc les stratégies ou mes conseils, ce serait ne pas tout reprendre de zéro, utiliser des ressources fiables, existantes, ne pas tout réinventer, organiser son temps de travail, organiser ses préparations et travailler à plusieurs pour partager des ressources, échanger des retours sur des ressources. Voilà. Ok, c'est super intéressant. J'aimerais finir sur une note positive, même si celle-là n'était pas négative du tout. Si vous deviez retenir un seul moment marquant de votre carrière, lequel ce serait ? Un seul, ça c'est vraiment difficile. Ouais, c'est un peu la question cliché, mais... je crois peut-être... Alors je vais en partager deux. La joie de mes élèves, de l'ensemble des élèves d'une classe, le jour où ils ont gagné un concours de maths et qu'ils ne s'y attendaient pas. Et dans un style différent, la fierté affichée d'un petit groupe d'élèves que j'avais accompagné tout au long d'une année pour un atelier maths en jeans, donc un travail avec un chercheur, et qui ont pu aller jusqu'à la présentation de leurs travaux de recherche lors d'une conférence dans un amphi devant un grand public, et de se dire qu'ils ont réussi à le faire. Oui, on a réussi à les mener jusque-là, c'est super. Ok. Donc ouais, c'est valorisant de voir la réussite de vos élèves, j'imagine. À leurs yeux qui brillent, Voilà. et puis le fait qu'ils reviennent. Quand on a des portes ouvertes au lycée, on a systématiquement des anciens élèves qui reviennent et qui nous parlent du cours de DNL, du cours de maths, du voyage, de l'anecdote, et qui disent que ça enrichit leur parcours. Et ça, c'est fort, le plus beau, le plus beau cadeau qu'ils puissent nous faire. Et ben, on vous remercie pour cette note très positive, du coup, je suis très content. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'était vraiment très sympathique, j'espère que ça vous a plu. C'était un plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. On passe donc à la suite de cet épisode avec notre chère chronique initiative pédagogique. C'est parti, Émilie. Alors pour cette chronique, imaginez juste une centaine d'étudiants en deuxième année de licence en sciences de l'éducation. Des post-it qui volent, des croquis qui s'accumulent, et une horloge qui décompte. Bienvenue à l'Education Lab 2019, un hackathon pédagogique organisé à l'INSPE de Strasbourg, et c'est avec le soutien de Canopé. Le principe, par équipe de 5, les étudiants avaient 8 heures et pas une de plus, pour répondre à un défi ambitieux. Et si on réinventait l'éducation de demain ? Pas de compétition, mais une journée pour oser, créer et collaborer. Les étudiants trouvent des idées très concrètes pour concevoir des projets sur l'éveil à la citoyenneté, l'orientation des lycéens ou encore le tutorat à l'école primaire. C'est long, 8 heures quand même. Alors oui, quand même.
Mais c'est un hackathon pédagogique. En gros, c'est la contraction de hack et de marathon. On est donc sur un processus ludique et intensif, conçu pour faire émerger rapidement des idées dans un esprit de bricolage collaboratif et créatif. Ce sont des coachs bénévoles qui sont des médiateurs du réseau Canopé, des diplômés et des étudiants de master qui aident et guident les étudiants à affiner leurs propositions. Najwa Mohib, initiatrice de l'Education Lab à l'INSPE, insiste sur l'importance de créer un espace bienveillant, propice à l'émulation et à la coopération. Pas de pression, mais un cadre sécurisant, où chacun ose proposer, tester et affiner ses idées. Le tout avec une contrainte forte. Présenter ensuite son projet en 3 minutes chrono. Donc on parle de hacking et d'émulation, mais ça n'a rien à voir avec l'informatique. Non, pas vraiment. Au-delà des idées, l'enjeu était d'apprendre à travailler sous pression, à confronter ses propositions à la réalité et à découvrir que l'innovation, ça se construit aussi en équipe. D'ailleurs, certains projets ont même pu être poursuivis grâce au pôle entrepreneuriat étudiant de l'UNISTRA. L'Education Lab 2019, c'était donc une journée pour prouver que la créativité, ça s'apprend, et que les meilleures idées naissent parfois quand le temps presse. Merci Émilie, on en apprend chaque semaine un peu plus sur les initiatives pédagogiques déployées en l'INSPE, c'est vraiment hyper enrichissant. Et on passe maintenant à nos actus et événements étudiants. Et donc bienvenue dans votre chronique Actu et événements étudiants qui est bien mastoc aujourd'hui, alors accrochez-vous. Aujourd'hui on se penche sur les actions sociales mises en place à l'Université de Strasbourg pour accompagner les étudiants au quotidien. Décryptage en 2 minutes. À l'UNISTRA, la mission Solidarité est là pour répondre à toutes vos questions, qu'elles soient administratives, financières ou liées à vos droits. Un accueil accès aux droits est organisé les lundis, mardis de 9h à 12h et mercredis de 13h à 16h, tandis qu'une permanence générale est disponible tous les jours de 10h à 17h à l'ensemble Saint-Georges, 47 avenue de la Forêt-Noire à Strasbourg, vers le Pège. Et ce n'est pas tout. Les Secours Populaires tient un friperie solidaire au Stadium chaque année et propose 3 fois par mois, sur les campus de l'Esplanade, un libre service alimentaire, 2 permanences d'accueil et des animations à travers son antenne étudiante. Une vraie bouffée d'oxygène pour les étudiants en difficulté. Vous avez besoin d'un coup de pouce plus personnalisé ? Le service social du Crous et l'université proposent des dispositifs d'aide adaptés à chaque situation, qu'elle soit sociale, familiale, psychologique, financière ou liée au handicap. Les assistants sociaux reçoivent les étudiants gratuitement, sur rendez-vous ou en permanence. Pour en bénéficier, il suffit de contacter le service social du Crous ou de prendre rendez-vous sur mesrendez-vous.étudiant.gouv.fr. Et pour les étudiants qui sont en difficulté financière, les épiceries solidaires Agorae sont une vraie bouée de sauvetage. Il en existe 3 à Strasbourg, portées par l'AFGES, l'association fédérative générale des étudiants de Strasbourg. Une dans le bâtiment Gallia à côté du Palais U, une autre au rez-de-chaussée de la fac de droit à l'Esplanade, et il existe également un Agora Truck qui est mobile et présent sur les campus de la Méno et de l'hôpital civil. Mais ce n'est pas tout parce que l'Université de Strasbourg s'engage aussi fermement contre les violences sexistes, sexuelles, homophobes et transphobes. Une cellule d'écoute et d'accompagnement est à votre disposition pour un soutien rapide et professionnel. Si vous êtes victime ou témoin, vous n'êtes pas seul. Contactez la cellule à l'adresse signalement@unistra.fr. L'équipe vous répondra sous 48 heures. Sinon, à l'INSPE de Strasbourg, c'est Corinne Jec, directrice adjointe en charge de la vie et de l'identité de la composante, qui est aussi votre référente violences sexistes, sexuelles ou homophobes, donc n'hésitez pas à la contacter si besoin. Et voilà, à présent, vous savez tout sur une partie des actions sociales de l'UNISTRA. Entre accompagnement, écoute et solidarité, l'UNISTRA met tout en œuvre pour que chaque étudiant puisse s'épanouir. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'Université de Strasbourg ou contactez directement les services concernés. Et vous pouvez retrouver, comme toujours, tous les liens utiles en description de cette vidéo. À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. On a réussi à joindre l'utile à l'agréable cette semaine en vous présentant tous ces services super importants de l'université. Très important. N'hésitez pas vraiment à les contacter si jamais vous rencontrez des difficultés, ils sont là pour ça. On peut maintenant passer à notre cher et tendre Minute Bien-être. Simonet, de quoi vas-tu nous parler cette semaine ? Et oui, merci Ryan et bienvenue à tous les amis. Une fois encore, on se retrouve dans la Minute Bien-être. Donc la semaine dernière, nous avions commencé à parler de concentration, mais aujourd'hui, je voudrais vous emmener un petit peu plus loin en parlant d'un grand classique des révisions, la musique. Souvent, pour se créer une bulle du monde extérieur, on enfile un casque sur nos oreilles et on se dit « là, je vais être vraiment productif ». Mais est-ce que le cerveau, lui, il est d'accord ? Eh bien que cela reste assez personnel, en fait, ça dépend de ce qu'on écoute justement dans les casques.
Quand tu écoutes de la musique, tu actives plein de circuits en même temps. Émotion, mémoire, motivation et mouvement. Du coup, je pense que vous voyez les problèmes. Cette activation peut entrer en compétition avec ta concentration pour étudier. Surtout si la musique a des paroles ou si c'est une musique que tu aimes beaucoup, car l'activation de ces circuits est plus forte et ton cerveau commence à suivre la musique au lieu de réviser. Par contre, petit point intéressant, cette musique peut être utile juste avant de commencer. Écouter un son que t'aimes peut augmenter ta motivation et donc te mettre dans un bon état mental et t'aider donc à t'élancer dans ta session de travail. Ok, mais alors qu'est-ce qu'on fait concrètement? Musique, pas musique? Alors en fait, je sais, ça peut sembler un peu triste, mais la première option, c'est simplement les silences. Donc c'est souvent la meilleure condition pour apprendre efficacement selon la science. Mais bon, si les silences vous pèsent, il existe des alternatives intéressantes. Les bruits dits neutres, donc ça s'appelle bruit blanc, bruit brun, bruit rose. Démonstration. Exactement, en fait c'est juste des mélanges de fréquences sans structure, sans parole, c'est même pas vraiment de la musique, c'est des bruits de fond. Ils augmentent légèrement ton niveau d'alerte, mais sans capter ton attention. Donc c'est comme un fond sonore qui empêche ton cerveau de partir ailleurs. Mais attention, pas trop fort et pas pendant des heures, sinon ça va vous fatiguer. Ou encore, et là, attention, on monte d'un cran, il y a ce qu'on appelle les binaural beats. C'est un peu technique, mais l'idée est simple. En fait, on envoie 2 sons légèrement différents dans chaque oreille. Et ton cerveau crée un 3e rythme à partir de là. Et donc, cela peut influencer ton état mental. Les études montrent qu'autour des 40 Hz, cela peut améliorer la concentration, la mémoire et la motivation. Mais là aussi, ce n'est pas magique, ça ne marche pas chez tout le monde. Et voilà, les études, il y a encore un peu d'études controverses. Moi, personnellement, j'adore. Mais comme j'ai dit, c'est personnel. Donc, vous trouverez tous ces bruits de fond gratuitement sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à tester ce qui marche le mieux pour vous. Ah, donc toi, t'aimes bien te faire trifouiller le cerveau par des ondes, c'est ça? Totalement. Okay. Qui a 40 Hz, par contre. Ah, ok. c'est précis. Et bon, si on récapitule ce que nous avons dit pour tes révisions, donc tes musiques préférées avec des paroles, c'est souvent une mauvaise idée, sauf pour te mettre dans les moods avant de te lancer. Les silences est souvent la solution optimale, mais les bruits neutres sont un bon compromis et les binaural beats à 40 Hz est une option très intéressante si vous voulez la tester. Donc apprends à t'observer et à t'écouter. Il y a des jours où tu as besoin de silence total et d'autres où un fond sonore t'aide à te lancer. J'espère que cela peut vraiment t'aider à affronter ces longues sessions de révision où les cerveaux décrochent. Et maintenant, je rends le micro à Ryan pour la chronique décalée. Et oui, bienvenue dans la nouvelle chronique décalée de cette semaine où on va parler de langue étrangère. Ah, la langue de Shakespeare. C'est une langue tellement importante dans le monde d'aujourd'hui, donc c'est l'anglais, si jamais. Surtout quand on est étudiant et qu'on doit lire des articles qui sont rarement écrits en français. Mais dites-vous que les chercheurs suédois, ça existe, et donc si l'anglais c'était pas la langue commune de la science, on devrait lire des papiers en suédois, et croyez-moi que tout le monde préfère l'anglais, aussi belle soit la langue de ABBA. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques tips un peu personnels sur comment maîtriser cet étalon fougueux et texan qu'est l'anglais. Et promis, pas ceux qu'on entend tout le temps, j'ai essayé d'innover quand même pour cette chronique. La première chose importante à retenir, c'est qu'une langue, c'est pas binaire, c'est pas on la parle ou on la parle pas. Je suis certain que ceux parmi vous qui pensent ne pas comprendre un mot d'anglais, vous mentez. You liars! Ce qu'on va faire par contre, c'est établir un diagnostic ensemble de vos faiblesses. Tu peux avoir une difficulté à parler alors que tu comprends très bien ce que te dit la personne en face. Inversement, tu peux très bien comprendre à l'oral mais pas du tout à l'écrit, avoir du mal à formuler tes phrases, etc., etc. Alors on va essayer ici de donner des conseils en fonction de tes difficultés. Ouais, parce que souvent on arrive à comprendre mais on est un peu bloqué quand il s'agit de parler. Tout à fait. C'est compliqué parce que ça demande à la fois de prendre la phrase en français, de la restructurer dans la logique de l'anglais, de choisir le bon vocabulaire, les bonnes expressions, d'essayer d'avoir le bon accent. Bref, c'est un joyeux bazar, mais, plot twist, c'est normal. C'est là une très bonne nouvelle. Effectivement. Ton cerveau de français, ou d'italien pour toi, Simone, est habitué au français ou à l'italien. Et donc, tu vas facilement tomber dans l'écueil de la traduction littérale, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Mon conseil, c'est de pratiquer. Alors là, vous allez me dire, mais enfin, Ryan, on n'a pas toujours un anglophone sous la main, même si ça serait bien pratique, et je vous répondrai, c'est vrai. Par contre, vous pouvez vous parler à vous-même, ou mieux encore, penser en anglais. Alors, je sais que ça paraît idiot, et que vous me prenez pour un psychopathe, mais je vous jure que ça va
tellement vous aider à vous habituer à la structure des phrases et aux expressions en anglais. Et quand vous serez en conversation avec Ryan Gosling, vous pourrez lui dire à quel point vous l'aimez, parce que oui, on t'aime, Ryan Gosling. Et Ryan Reynolds aussi. Parce que tous les Ryan sont formidables. Ah bon, ça va les chevilles là ? Ça va, ouais. Deuxième problème récurrent, ne pas arriver à comprendre un anglophone qui parle. Soit parce qu'il parle trop vite, soit parce qu'il est écossais, ou que sais-je. Là, il n'y a pas de secret. Il faut écouter beaucoup d'anglais. Le fameux truc de regarder en VO, ça a du bon. Mais le mieux, c'est d'enlever les sous-titres français et de lire les sous-titres anglais. Comme ça, tu captes quel mot il ou elle emploie, ce qui peut grandement aider à la compréhension. Surtout, ne t'arrête pas sur chaque mot que tu ne comprends pas. Essaye de saisir le contexte. Ralentis la vidéo, reviens en arrière si nécessaire. Mon conseil perso, c'est de regarder des vidéos qui ont tendance à être pédagogues, qui expliquent quelque chose. Parce que la personne qui parle va souvent avoir tendance à délivrer une info d'une manière, la première fois, puis de la répéter d'une autre, et ça permet de capter sans forcément être bilingue. Et en plus, tu apprends des nouveaux mots ou des nouvelles expressions. Bon, j'ai encore plein de conseils pour vous, alors si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à le dire en commentaire de cette vidéo. Mais moi j'ai plus le temps, donc je vous dis, see you next week, Paul. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de notre podcast Les Voix de l'INSPE. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Et bon, vous l'avez compris, ce podcast est un espace pour parler de la vie étudiante, du campus et de ce qui s'y passe vraiment, des projets et des initiatives pédagogiques. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne L'Atelier de l'INSPE sur YouTube, à la chaîne Pod et à nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, pour ne pas rater les prochains épisodes. Tous les liens sont comme d'habitude dans la description. Et surtout, ce podcast est le vôtre. Si vous avez une idée de sujet, un projet à présenter, une initiative à partager ou juste envie de prendre le micro, contactez-nous. On se retrouve très bientôt dans les Voix de l'INSPE. Au revoir. À Ciao. plus.